Bienvenue dans mon cabinet de sophrologie. Mais dites-moi, soit vous souffrez civiquement, soit vous avez mauvais esprit, parce que venir voir un spectacle qui s'appelle Sommes-nous en démocratie quand même. Enfin bon, bien sûr, il s'agit d'une fiction. Donc, qui dit fiction dit que toute ressemblance avec des personnes ou des événements existants ou ayant existé serait purement fortuite. Au revoir, Madame Boja. Oui, réfléchissez à une nouvelle constitution vraiment démocratique. Vous pouvez vous concentrer sur les questions de finances, puisque c'est votre domaine. Allez, à la semaine prochaine. Alors, Monsieur Dubuffet. C'est pas le nom d'un peintre, ça? Monsieur Dubuffet? Monsieur Dubuffet? Oui, c'est moi. Ah. Bonjour, docteur. Bonjour. C'est le docteur Dupuy-Derry qui m'envoie. Ah, le professeur Dupuy-Derry. Vous avez lu son livre « Histoire politique du mot démocratie » ? Histoire politique du... non. Ben, je me permets de vous conseiller. Alors, cher consoeur, je vous... Très bien. Installez-vous, je reviens tout de suite. Asseyez-vous, c'est fait pour. Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? 58 ans, 3 quarts. Je suis né en 1958 avec la Ve République. La Ve République, notre République actuelle, née d'une sorte de coup d'État d'un général. Le général de Gaulle? Eh oui, pour instaurer une constitution de type bonapartiste. Napoléon? Autrement dit, où le président de la République concentre tous les pouvoirs. Votre profession? Je suis peintre, mais c'est pas facile actuellement. Que vous arrive-t-il? Je vous écoute. Je souffre d'un mal mystérieux. Je fais des crises d'angoisse civique aiguës. Je vois. Docteur Castoriadis, vous êtes bien sophrologue. Et oui, puisque je m'intéresse à la souffrance psychique, d'origine sociale, économique, philosophique et politique. Et politique. Et je me suis spécialisée dans la désintoxication du langage. Ah, mais vous avez apporté votre radio du cerveau. Oui, voilà. Faites voir. Oh là là. C'est grave, docteur? Vous voyez votre boîte crânienne? Oui. Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est cette grosse masse opaque, bien connue sous le nom de temps de cerveau disponible. Temps de cerveau disponible? Oui. Et à l'intérieur, cette zone branchée sur la télévision, l'ordinateur, le portable. Et celle-ci qui correspond à l'ouverture du réfrigérateur. Ah bon? C'est là le frigo? Et chez vous, c'est une zone très étendue. Elle appuie sur cette partie fort sensible, la glande de la démocratie. C'est tout noir, docteur. C'est même en train de se nécroser. Votre glande démocratique est totalement atrophiée. Ah bon? Monsieur Dubuffet, votre imaginaire est colonisé. Mon imaginaire? Colonisé? Mais ça se soigne. Très bien. Et c'est pour ça que je vous propose une cure de désintoxication du langage. La glande de la démocratie. Alors, pour commencer, parlez-moi de vos symptômes. Ah, je fais énormément de cauchemars. Par exemple? Ah bah, par exemple, je me souviens, j'étais dans une grande manifestation, il y avait une banderole géante sur laquelle était écrit non au traité européen. Et on était des millions dans la rue à hurler
dans le traité européen, dans le traité européen. Et ensuite? Ensuite, je me souviens plus bien. Ah oui, c'est bizarre. Je me suis retrouvé dans la galerie des glaces et un huissier annonçait le traité de Lisbonne a été signé. Le traité de Lisbonne a été ratifié. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Ils avaient commis une injustice, une trahison. Oui, mais qui ça, il? Ils, les élus, ceux qui l'ont signé. Parce que moi, je ne l'ai pas signé, hein, le traité. En 2005, par référendum, 55% de la population a voté non au traité européen. Et en 2008, sans aucun référendum, 96% des députés et des sénateurs l'ont approuvé. On a été volés. Bon, on avance, on est sur la bonne voie. Tant mieux. Alors, une autre situation où vous vous êtes senti tout aussi... Impuissant. Vous l'avez trouvé vous-même. Tant, On progresse. tant mieux. Un autre point noir? Un noir. Oui, très noir, la dette. La dette. Toutes les nuits, je fais un cauchemar atroce, je suis en train de lire mon avis d'imposition et je découvre que le poste numéro 2 de mes impôts sert à rembourser uniquement les intérêts de la dette. En plus, j'apprends que c'est une dette illégitime. Ah, merci. Allez-y, continuez. Creusez-moi cette dette. Ah oui, ça me revient. J'ai eu comme un flashback et je me suis retrouvé en 1973, au siècle dernier, à l'Assemblée nationale, en compagnie du président Pompidou et de Giscard d'Estaing, le ministre des Finances de l'époque. Et ils étaient en train de voter une loi qui disait que... Non, non, mais vraiment, je vous raconte tout ça, docteur. Vous êtes sûr? Bien sûr, c'est pour la cure. Ah ouais, si c'est pour la cure. Ils étaient en train de voter une loi qui disait que ce serait plus une banque publique, la Banque de France, qui créerait la monnaie, qui ferait la création monétaire, mais que désormais, ce seraient les banques privées qui la créeraient, la monnaie. Et tous les députés applaudissaient. La monnaie. Intéressant. Et il n'y avait pas des experts financiers là, dans votre cauchemar? Ah oui, mais comment vous le savez? Ah oui, il y avait des experts financiers qui expliquaient que la création monétaire, c'était pas seulement les pièces et les billets. Non, ça c'est le liquide, c'est à peine 10%. Non, la création monétaire, c'est surtout, avant tout, des écritures comptables. Hein, quand on fait un emprunt, du crédit. Du crédit. Oui, du crédit. Quand on emprunte 100 000 euros, la banque, elle les a pas. Elle n'a presque pas d'argent. Elle écrit 100 000 euros sur un papier, des chiffres, un jeu d'écriture, c'est tout. Elle crée, elle invente de la monnaie à partir de rien. Et nous, on rembourse le tout avec les intérêts. Avec les intérêts. Bah oui, avec la banque, c'est toujours pareil. Pile, elle gagne. Face, tu perds. C'est toujours les mêmes qui sont plumés. Et dans mon cauchemar, ma banque, elle prêtait de l'argent qu'elle n'avait pas. Et alors, ils construisaient un aéroport. Il. Encore ce il. Ben oui, les représentants, enfin, ceux qui ont le droit de décider. Les décideurs. Oui, les décideurs. Ils construisaient un aéroport à 10 milliards d'euros. Et alors, ils empruntaient aux banques privées, qui évidemment demandaient des intérêts, et les intérêts augmentaient sans cesse. Et alors, Giscard et Pompidou me demandaient à moi de rembourser les intérêts de la dette. À moi. Il y en avait pour 2000 milliards. Et moi, je ne les avais pas. Ah, merci. Ah, c'est vrai qu'à ce jour, chaque citoyen doit environ 32 000 euros rien que pour rembourser les intérêts de la dette.
Moi, je croyais que c'était l'État qui créait la monnaie, que les taux étaient à 0%, prêtés par une banque publique. Docteur, je ne les ai pas, les 2000 milliards. Hein. Faut l'annuler, la dette. Hein. D'ailleurs, la preuve, hein, les personnalités, les artistes, les sportifs, ils ne peuvent pas la payer, la dette. Les grands patrons, les ministres, ils sont obligés de s'exiler en Suisse, à Singapour, au Panama. Dans les paradis fiscaux. Oui, dans les paradis fiscaux. Aux pauvres, le paradis des cieux, aux riches, le paradis fiscal. Aux pauvres, le paradis des cieux. Plus tard, Aux riches, le paradis fiscal. tout de suite. Parce que eux, les riches, ils ne peuvent pas la payer, la dette. C'est trop cher. Trop cher pour eux. Ni les impôts. Oui, oui, c'est trop cher pour eux. D'ailleurs, moi, je vois, j'ai essayé avec mon découvert bancaire. Hein, je l'ai envoyé dans une filiale au Luxembourg, chez Juncker. Oh non. Il faut dire Juncker. Ah oui, Juncker. Vous savez, c'est légal. Hein. C'est légal. Ils en ont pas voulu. Bon, vous voyez, j'ai invité Monsieur Dubuffet à s'exprimer et il est dans tous ses états. Il proteste. Il ne peut que constater son impuissance politique. Et vous, en auriez-vous fait vous aussi des EPCIP, des exercices de prise de conscience de l'impuissance politique? Madame? Monsieur? C'est trop cher. Hein. Faut l'annuler, la dette. Hein. Docteur, faut pas payer. C'est Dario Fo qui l'a dit. Faut pas payer. Il a eu le prix Nobel. Oui, mais Dario Fo, il a eu le prix Nobel de littérature, pas d'économie. Ah bon? Et les économistes atterrés? Ah, c'est vrai que ce sont des économistes reconnus qui disent que l'Union européenne, c'est pas celle des peuples, mais celle des financiers. Et que même les peuples sont mis en concurrence. Moi, j'ai un copain, il dit toujours que c'est ceux qui gagnent 100 000 euros par mois, qui persuadent ceux qui en gagnent 1300, que si tout va mal, c'est à cause de ceux qui vivent avec 535. Quelle lucidité! De toute façon, c'est pas à moi de faire de la politique. Hein. Il y a des professionnels pour ça, ils s'y connaissent. Bon, bon alors, faisons une petite pause. Vous voulez boire quelque chose? Un thé, un café? Non, un verre d'eau. Un verre d'eau. Voici. Merci. Docteur, c'est pas du Veolia? Oh bah, j'espère que non, hein. J'espère que l'eau est encore en régie publique ici. Bon, entrons dans le vif du sujet. Monsieur Dubuffet, en tant que citoyen, quand exercez-vous votre citoyenneté, votre pouvoir citoyen, Mon pouvoir politique? Oui. votre pouvoir politique? Ah, vous voulez dire au moment des élections? Quoi d'autre? Est-ce que vous votez, vous personnellement? Si je vote? Ah bah oui, je vote régulièrement. Et pour vous, c'est important. Ah bah c'est sacré. C'est un devoir citoyen. Un devoir ou un pouvoir? Vaste question. Et quand vous votez, ça dure combien de temps à peu près? Quand je vote, ah bah ça dépend. Pour les municipales, c'est tous les 6 ans. Oui, tous les 6 ans. Pour les présidentielles, ah bah ça va changer. Oui, maintenant, il faut attendre 4 ans et demi. Ah oui, oui, tous les 5 ans. Pour le conseil départemental, Ah ben, qui n'existera peut-être bientôt plus, lui paraît-il. c'est vrai qu'on vote pas pour les sénateurs. Qui existeront toujours, paraît-il. Et on ne vote pas non plus pour le Conseil constitutionnel, la Cour des comptes, le FMI, la BCE, l'OCDE, les banquiers, la Commission européenne. Ah bah oui, mais vous votez quand même bien pour le Parlement européen.
Vous voulez me rappeler mon cauchemar? On a voté non. Mais c'est bien pour ça qu'ils ne font plus de référendum. Monsieur Dubuffet, est-ce que vous votez vous-même directement les lois? Voter les lois? Moi? Bien sûr que non. Bon, bah alors, quand vous votez, ça dure combien de temps environ? Quand je vote. Ah, vous voulez dire au moment où je vote? Ah bah ça dure environ 5 minutes. 5 minutes. Oui, c'est 5 minutes. Enfin, ça dépend s'il y a du monde dans l'illusoire. Dans l'illusoire. Dans le bureau de vote. Bon, bah, écoutez, le plus simple, c'est quand même de nous montrer les choses concrètement, on comprendra mieux. Alors, ici, vous avez tout ce qu'il vous faut, des bulletins de vote, des enveloppes, et vous avez un illusoire pas très loin. Allez-y, je vous chronomètre. Votre carte d'identité, s'il vous plaît. Merci. Oui, je dois la faire changer. Oui. Votre carte d'électeur. Ouh, parfait. Elle est bien tatouée. Allez-y. N'a plus de pouvoir. Comment ça n'a plus de pouvoir? C'est à voter qu'il faut dire. Pardon. Il vaudrait mieux dire à élu. 1 minute, 25 secondes, 3 dixièmes. Record battu. Monsieur Dubuffet, au moment où vous mettez ce papier dans l'urne, que se passe-t-il de si surnaturel? Bah, rien de surnaturel. Je vote pour un de mes candidats et j'espère choisir le bon cheval. Vous lui donnez votre pouvoir. Ah oui, je lui délègue mon pouvoir et j'espère qu'il va gagner. C'est comme un match. Oui, mais est-ce que vous avez réfléchi qu'au moment où vous mettez ce papier dans l'urne, vous êtes en train de dire à ce cheval, entre parenthèses, présenté par une écurie, moi, Monsieur Dubuffet, je renonce à mon pouvoir, je le perds, je n'en ai plus, je le remets entièrement entre vos mains. Ah bah ça j'y avais pas pensé. Enfin, j'y avais pas pensé comme ça. C'est vrai que je lui donne tout mon pouvoir. J'y avais pas réfléchi, docteur. Et pourtant, par cet acte de l'élection, d'une certaine manière, vous la créez vous-même, votre impuissance politique. Vous n'exercez pas votre citoyenneté à part entière. Vous êtes un simple électeur puisque vous désignez ce qu'on appelle des représentants. Ah bah j'ai une idée. Je peux m'abstenir. Dans ce cas-là, vous renforcez le gagnant qui se réjouit d'avance. Bah, vous êtes sûr? Ah bah vous réfléchirez, c'est mathématique. Je vote quand même pour de vrais représentants. Qui auront votre pouvoir à votre place. Oui. Qui écriront et voteront toutes les lois à votre place. Oui. Autrement dit, qui décideront de tout, qui gouverneront à votre place. C'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une démocratie représentative. Gouvernement représentatif, parce que démocratie représentative, ça, c'est un oxymore fallacieux. Un oxy quoi? Un oxymore dans cette expression. Les deux mots, démocratie et représentative, sont en totale opposition. Ils s'annulent l'un l'autre.
Il convient de parler de système représentatif ou de gouvernement représentatif. Justement, je voulais vous en parler, non, parce que j'ai ma fille qui passe son bac cette année. Elle est en terminale ES. Mais félicitations. Elle fait sciences sociales et politiques. Alors je l'aide, hein. Je la fais réviser, là. Et vous faites comment? Comme tout le monde, hein, avec les fiches bac. Et justement, ils en parlent là, sur la fiche numéro 4. Regardez là sur les principes. Alors, conforme au programme, c'est bien le moins. Donc, les principes de la représentation politique. Pile notre sujet. Le problème de l'expression de la volonté du peuple. Écoutez, vous allez nous lire les explications pour qu'on comprenne bien. Articulez. Les révolutionnaires américains et français ont théorisé le principe de représentation politique. En élisant leurs représentants, les citoyens peuvent librement s'occuper de leurs affaires privées. La représentation politique se substitue au principe de la démocratie directe. On parle alors de gouvernement représentatif. Vous voyez, c'est limpide. Moi, je croyais que c'était juste pour le bac. C'est l'article 3 de notre Constitution que nous devrions tous connaître. Donc vous, la démocratie, vous l'appelez le gouvernement représentatif. Non, ce sont deux choses totalement différentes. Nous ne sommes pas en démocratie, puisque c'est une délégation de pouvoir. Ah bon? Nous ne sommes pas en démocratie? Vous le saviez, vous? Et vous? Je comprends plus rien, docteur, là. Moi, je suis dans le potage. Bon, alors pour sortir de ce potage, eh bien, nous allons nous poser la question plus largement. Pour notre pays et pour l'Europe, sommes-nous en démocratie? Ben oui, on est en démocratie, puisqu'on a le suffrage universel. Même les femmes ont le droit de vote. Parlons-en, dans notre pays, les femmes n'ont le droit de vote que depuis 1945. Et puis on n'est quand même pas dans une dictature. On a la liberté d'opinion, d'expression, d'association. C'est encore légal. Tout à fait, vous avez raison, ces libertés sont absolument fondamentales, absolument essentielles, nécessaires. Nécessaires, mais non suffisantes. Et puis de toute façon, il faut aller voir ce qu'il en est concrètement dans le texte crucial qui cadre notre régime. Je veux parler de la Constitution. Ah oui, la Constitution. Oui, parce que vous savez, Monsieur Dubuffet, que pour bien se porter, pour être en bonne santé, il faut avoir une bonne Constitution. Et vous verrez que pour nous protéger des abus de pouvoir politique, on pourrait écrire une autre Constitution. Mais pourquoi on ne peut pas la changer? Elle est bien, ma Constitution. Alors, si c'est vraiment ce que vous pensez, il est temps de passer à la deuxième partie de notre séance et de faire un petit peu de théorie politique. Alors, Monsieur Dubuffet, selon vous, quels sont les différents types de régimes politiques possibles? Les régimes, la léthargie, C'est intéressant. la monarchie, le roi, Louis XIV, Ravaillac. Et oui, autrement dit, le pouvoir d'un seul. Mais encore. La démocratie, Et oui, la démocratie, du grec démos, kratos. gratos. Kratos, le pouvoir, démos, le peuple, autrement dit, le pouvoir du peuple, pour le peuple, par le peuple. Ah oui, la souveraineté du peuple. D'autres types de régimes possibles? Non, je ne vois pas. Et voilà, c'est comme presque tout le monde, vous ne connaissez que deux types de régimes politiques. Tout simplement
parce que ce sont les deux bouts de la chaîne. À une extrémité, le pouvoir d'un seul, autrement dit la monarchie, La dictature. voilà. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, le pouvoir exercé par tous les citoyens, c'est-à-dire la démocratie. Mais bien sûr, avec tous les pays du monde qui ont chacun leur histoire et leurs institutions, il y a bien sûr beaucoup, beaucoup d'autres types de régimes. Le nôtre en particulier, qui n'est pas nommé de son vrai nom depuis plus de 2 siècles et qui en réalité s'appelle l'eau. L'eau. Lolo. L'oligarchie. L'oligarchie. Ah, vous voulez dire l'aristocratie? Ah, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira. Les eurocrates, on les pendra. Oh, ça fait du bien, docteur. Alors là, je commence à ressentir les premiers bienfaits de la cure, hein. Ben oui, les aristocrates, c'est les riches. Ah, pas tout à fait, parce que quand vous dites aristocratie, aristocrate, ça vient du grec aristos, le meilleur. Il s'agit donc du pouvoir des meilleurs. Le pouvoir des meilleurs. Oh, la blague. C'est bien pour ça que j'ai employé un autre mot. J'ai dit oligarchie du grec oligos, peu nombreux. C'est quand le pouvoir est exercé par des petits groupes, quelques personnes. Comme actuellement. Mais alors, l'élection, Bah, l'élection est par nature aristocratique et elle conduit inévitablement à la constitution d'oligarchie puisque vous donnez le pouvoir à quelques-uns. Creusons un peu cette question. Monsieur Dubuffet, quand vous choisissez vos représentants, vous choisissez les pires à vos yeux? ah ben non, je choisis le meilleur. Oui, mais s'il n'y en a aucun qui correspond à vos idées politiques, À ce moment-là, je vote blanc. et est-ce que le vote blanc est réellement pris en compte? C'est-à-dire, il est compté, mais il compte pas. C'est d'ailleurs bien pour ça que je vote pas blanc, hein. Je vote toujours pour le moins pire, hein. Enfin, le meilleur des moins pires, hein. Je vote utile. Il n'empêche, vous avez employé plusieurs fois le mot meilleur, donc vous votez bien pour un aristocrate. Ah bah non, ils disent tous qu'ils sont démocrates. Mais vous les croyez? Bah, je leur fais confiance. Confiance ou méfiance? Bah, confiance. D'ailleurs, ils le disent tous après l'élection. Merci de nous avoir accordé votre confiance. Oui, mais si cette confiance est trahie, Comment ça trahit? oui, si vous n'êtes pas content au bout de quelques mois, comme tout à l'heure, Ah bah ça c'est sûr, hein, je suis pas content, hein. alors est-ce que vous pouvez récupérer le pouvoir que vous avez perdu lors de l'élection? Récupérer le pouvoir. Oh non, je ne peux pas le récupérer puisqu'il est élu pour 5 ans. Vous êtes marrante, vous, et elle est marrante. Aucune procédure de contrôle n'est organisée. Ah bah non, on ne contrôle rien, hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont même très tranquilles. Et vous? Quoi, moi? Vous êtes contrôlé, vous? Ah oui, moi je suis contrôlé, surveillé, fiché, écouté, géolocalisé, googlisé. Mais les élus, niet, hein. Pot de balle, hein. Dérogation, hein. Chèque en blanc. Quand même. À la fin de leur mandat, ils doivent vous rendre des comptes. Des comptes? Mais quels comptes? Les emprunts toxiques. Oui, tiens, on pourrait en parler. Enfin bon, ce serait trop long, donc quand même, les comptes financiers et moraux, les engagements ont-ils été tenus? Un bilan, quoi. Ben, en général, En général, il y a une auto-évaluation et le bilan, le bilan. le bilan est globalement très positif. Bon. Est-ce que vous avez le pouvoir de les sanctionner? Et sanctionner, ah ben, c'est impossible. Il n'y a pas de punition. Ils se sont auto-immunisés. Auto-immunisé. Ben oui, ils ne sont jamais ni coupables ni responsables puisqu'ils sont élus. Ou alors, responsables, mais pas coupables. Ou coupables, mais pas condamnables. Ou condamnables, mais dispensés de peine.
Non, la seule chose qu'on peut faire à la limite, c'est de ne pas les réélire. Et vous trouvez ça sévère, vous, par rapport à toutes les injustices sociales que vous subissez? Ben non, d'autant plus qu'ils sont souvent réélus. Eh ben, c'est du joli. Enfin bon, vous ne pouvez pas les sanctionner, mais au moins, vous ne les récompensez pas. Des récompenses? Mais ils n'ont pas besoin de nous pour ça. Ils se distribuent entre eux les avantages, les postes, les médailles, les emplois fictifs. Et les réserves parlementaires? Bah, vous connaissez les réserves parlementaires? Cette caisse noire légale, il y en a pour 150 millions d'euros. Avec leurs réserves parlementaires, les députés et les sénateurs, ils peuvent arroser qui ils veulent pour se faire réélire. C'est du clientélisme. Oui, oui, d'accord, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Mais en haut de la pyramide, c'est des notables. Et puis c'est tout. Et nous, on l'a dans le baba. Et on aime ça. Ah, la fameuse servitude volontaire. En tout cas, je vois que vous êtes finalement assez bien informé. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On peut rien faire. Alors ça, c'est vous qui le dites. Non, il vous semble que vous ne pouvez pas agir et ça vous énerve et ça vous rend malade. C'est tout à fait ça. Ça me rend malade. Docteur, vous n'avez pas un Lexomil? J'aurais bien du démocratile. Mais enfin bon, j'ai quand même beaucoup mieux que ça. Pour sortir de cette impasse, je vous propose de remonter aux sources et d'aller prendre conseil auprès du médecin le plus célèbre de l'histoire. Docteur Kouchner? Non, je veux parler d'un maître, le docteur Hippocrate. Hippocrate, ah oui, Hippocrate. Oui, c'était un médecin fameux qui vécut en Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, au siècle de Périclès. Mais tiens, au moment de l'invention de la démocratie, à Athènes, Hippocrate, c'est pas celui qui faisait des sermons. le serment d'Hippocrate. Ah oui, serment, c'est pareil. On parle quand même bien du même. Parce que Hippocrate n'était pas seulement médecin, il était aussi philosophe. Et c'est à lui qu'on doit le principe lumineux suivant: il faut chercher la cause des causes. La cause des causes. Et oui, Hippocrate disait: si vous avez un mal à soigner, si vous avez un problème à résoudre, inutile de vous en prendre aux conséquences, vous ne réglerez jamais le problème. Logique. Non, il faut chercher la cause qui détermine toutes les autres. Elle cause bien. Alors, suivons son conseil et prenons les choses par la racine pour bien comprendre ce qu'est une vraie démocratie. Mais alors, c'est quoi une vraie démocratie? Eh bien, c'est celle où le peuple gouverne directement. Celle où il ne remet pas les clés de la maison à des représentants. Reportons-nous vers la fin du XVIIIe siècle. Bah, tiens, sous la monarchie absolue, là, au moment où les choses allaient très mal, à la fin du règne de Louis XV, au moment où les guerres ont été perdues, c'est là qu'on a perdu l'Amérique, entre autres, et au moment où il y avait des faillites et même les famines. Alors à ce moment-là, les philosophes des Lumières se sont beaucoup interrogés sur les différents systèmes politiques possibles. Et voilà ce que dit à ce propos Jean-Jacques Rousseau. Vous connaissez Jean-Jacques Rousseau? Jean-Jacques Rousseau, c'était pas un Suisse? Un citoyen de la République de Genève, partisan du suffrage direct. Voilà ce qu'il écrit dans le contrat social. L'idée des représentants est récente. Elle nous vient du gouvernement féodal. Dans les anciennes républiques, jamais le peuple n'eut de représentants. On ne connaissait pas ce mot-là. Représentant, on ne connaissait pas ce mot-là. Et il conclut: à l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre, il n'est plus. À l'instant qu'un peuple se donne des représentants, il n'est plus libre. Il n'est plus. Il n'est plus libre, il n'est plus. Il a dit ça, Rousseau? C'est cool. Et Voltaire? Ah bah Voltaire, lui, c'est tout autre chose. Voltaire, lui, il a beaucoup combattu pour la liberté d'expression
et la liberté de penser, et aussi la justice. En plus, avec quelques succès, puisque vous vous souvenez qu'il avait obtenu la réhabilitation de Calas, là, ce protestant qui avait été condamné et exécuté pour avoir soi-disant assassiné son propre fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Et c'était faux. Donc à cette occasion, on peut dire que Voltaire a en quelque sorte inventé l'opinion publique. Mais pour ce qui concerne les régimes politiques, lui, il a fait le choix de la monarchie. Écoutons-le. Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. Et le gouverne? Ah ben c'est pas la même bière. Il n'est pas si candide que ça, ce Voltaire. Alors, pour ou contre la démocratie? Ah ben ça se discute. Ah, bien sûr que ça se discute. Tout se discute tout le temps et partout. Et ce fut bien sûr le cas au moment de la Révolution française. Et alors là, attention. Au moment de la Révolution française, le choix a bien été fait, finalement, d'une république. Oui, mais d'une république représentative et pas du tout d'une république démocratique. C'est sûr, ça? La preuve. Voilà ce que dit à ce propos un des pères fondateurs de ce nouveau régime, dès septembre 1789, l'abbé Sieyès. Un curé? Un abbé. C'est pareil. Le peuple ne peut parler, ne peut écrire que par ses représentants. Les citoyens qui nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait pas un État représentatif, ce serait un État démocratique. Ah, la République, mais sans la démocratie. Et oui, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'à la fin, Voltaire, attaché à la monarchie, a fini par l'emporter sur Jean-Jacques Rousseau, attaché à la démocratie. Et cette problématique est toujours actuelle. Oui, mais alors pourquoi on nous parle sans arrêt de démocratie représentative? Pas bien sûr que c'est voulu, c'est pour la fabrique du consentement. Dans son livre « Le meilleur des mondes », Aldous Huxley, au fait, vous le connaissez, Huxley? Aldous Huxley? Non, mais vous me l'écrirez sur l'ordonnance. Pourquoi pas, c'est une excellente adresse. Donc, Huxley explique très bien l'utilité du mot démocratie pour la fabrique du consentement, y compris en cas de dictature. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient nullement à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Consommation, divertissement, du pain, des jeux et des réseaux sociaux. Et des élections pour nous distraire et nous égarer, panem et circenses. Ils nous disent qu'on est en démocratie, que notre régime est indépassable, qu'il n'y a pas mieux, pour qu'on reste bien tranquille dans notre cauchemar climatisé. C'est ça. Mais alors, comment cette manipulation, cette inversion de sens s'est-elle produite? Ça s'est fait forcément progressivement, et plus ou moins insidieusement pendant plus de 2 siècles, jusqu'à ce qu'on ait réussi à nous faire complètement oublier le vrai sens du mot démocratie. Les possédants. Les possédants. Ben oui, les riches, ceux qui ont des avoirs, des capitaux. Oui, et nous, on est les possédés. Les possédants ont peu à peu compris l'intérêt de ce jeu de dupes et en plus, sa facilité de mise en œuvre.
Vous avez dit de façon insidieuse. Ah oui, mais c'est vrai qu'au moment des crises, les choses deviennent beaucoup plus apparentes et c'est très intéressant. Par exemple, après la chute du Second Empire là, et le siège de la ville de Paris par les Prussiens en 1871, le chef des Versaillais, c'est celui qui a écrasé les communards, Adolphe Thiers, Adolphe Thiers, le boucher de la commune, celui qui a des noms de rues presque partout. lui-même. Adolphe Thiers, bien sûr, en 1871, il s'est présenté aux élections. Et il est allé trouver les royalistes. Les royalistes, ceux qui voulaient restaurer la monarchie, le roi. Tout à fait, il les connaissait très bien, puisqu'il en faisait partie. Il avait très longtemps gouverné avec eux. Mais en 1871, tirant les leçons de l'histoire, il vient de faire le choix de la République. Et voilà comment il s'en explique. La République est très supérieure à la monarchie pour le maintien de l'ordre. Pour le maintien de l'ordre. En effet, dans une monarchie, comme vous l'avez dit, c'est le pouvoir d'un seul qui mène tout. Et cette volonté unique est vulnérable à une contestation au nom de la liberté. Volonté unique, vulnérable, mais je ne comprends pas. Pourquoi au nom de la liberté? Eh bien parce qu'au contraire, dans une république représentative, plus d'insurrection qui puisse se faire théoriquement au nom de la liberté, puisque c'est la liberté elle-même qui nomme les représentants au pouvoir. Ça alors, les électeurs choisissent eux-mêmes leur maître. D'une certaine manière, les élections confortent l'illusion de la liberté. L'illusion. Oh, la manip! Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les royalistes? Ah oui. Ben, les royalistes, en 1871, ça ne pouvait pas les arranger, cette histoire de république, puisqu'ils avaient besoin pour leur propre privilège du retour d'un roi. Ils ont donc protesté. Mais alors, monsieur Thiers, c'est la plèbe qui va choisir à notre place? Vous êtes sûr de vos techniques et de vos vues? Mes amis, mais il suffira juste de bien mener, chose facile, le suffrage universel pour disposer grâce à lui d'une puissance plénière de commandement. Et dire qu'à l'époque, il n'y avait même pas la télé pour nous enfumer. Très juste. Très juste et pourtant Jean-Jacques Rousseau, qui je le crains n'a pas connu la télévision, eh bien Jean-Jacques Rousseau a lui compris encore plein d'autres choses. Écoutons-le. Jamais dans une monarchie, la richesse d'un individu ou d'un groupe n'a pu les mettre au-dessus du roi. Tandis que dans une république représentative, la richesse peut très bien les mettre au-dessus des lois. Et par conséquent, rien de plus facile dans une république représentative que de faire de l'État la propriété des propriétaires. L'État, la propriété des propriétaires? Non, mais docteur, moi je suis propriétaire de ma maison. Oh bah oui, mais monsieur Dubuffet, sauf votre respect, ce n'est pas avec votre maison que vous allez pouvoir influer le cours de l'État. Ah bon? Non, on parle des vraies richesses. C'est tout autre chose. Donc, rien de plus facile dans une république représentative que de faire de l'État la propriété des propriétaires. Et par conséquent, ce sont eux qui feront les lois. Ah d'accord. Le riche tient la loi dans sa bourse. Jean-Jacques Rousseau. Ah bah c'est très clair. C'est les riches qui font la loi. D'ailleurs, c'est toujours eux qui gagnent les élections. Très juste.
Ça se vérifie chaque fois, n'est-ce pas? Et en plus, ça porte un nom. Ça s'appelle la plutocratie. La plutocratie? Oui, mais c'est pas un vilain mot, ça vient du grec, bien sûr. Le grec, plutos, les riches. C'est donc le gouvernement par les plus fortunés. La plutocratie? Je ne crains pas le suffrage universel. Les gens voteront comme on leur dira, Tocqueville. Comme on leur dira, bon, ça c'est bien vu. Et puisqu'on en est aux citations intéressantes, il y en a une de Victor Hugo concernant le suffrage universel manipulé par les notables. Le suffrage universel supprime l'esclave, mais garde les marionnettes. Alors pour nous remettre de tout ça, on va remonter quelques instants au berceau de la vraie démocratie, la démocratie athénienne, là, 2500 ans avant Syriza. Chez les Grecs? Les Grecs de l'Antiquité. Donc ce qui est important pour nous à propos de cette démocratie athénienne, c'est de se souvenir que leur idée principale, c'est qu'ils ne voulaient pas de politiciens professionnels. Ah, c'est pour ça que c'était l'assemblée du peuple qui avait le pouvoir? Et personne d'autre. Et ça signifie aussi que chaque citoyen qui en avait l'idée pouvait proposer et voter les lois, d'où l'expression « un homme, une voix ». Oui, mais c'était il y a longtemps, c'est plus possible aujourd'hui. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune véritable démocratie dans le monde. Ça, c'est certain. Mais il n'empêche que ce sont bien les Athéniens qui ont inventé le concept, pas la chose, mais le concept de démocratie. C'est eux qui ont planté la graine dont le germe universel est toujours bien vivant. Et puis quand même, un peu partout dans le monde et depuis toujours, il y a encore des éléments de démocratie directe. Et notamment, pas très loin de chez nous. Où ça? En Suisse, bien sûr. En Suisse? Et oui, en Suisse, c'est bien une oligarchie qui gouverne, mais enfin, il y a quand même, par exemple, entre autres, les référendums d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qui partent de la population et qui permettent aux citoyens de proposer ou d'annuler des lois. Ah oui, ils appellent ça les votations. Selon Aristote, être citoyen, c'est être tour à tour gouvernant et gouverné. Tandis que le gouvernement représentatif, lui, il détruit mécaniquement la participation civique et il provoque une apathie politique générale ou, et c'est très grave, des réactions violentes. Oui, mais vous parlez bien de responsabilité politique. Il y a toujours des délégués, des élus, non? On ne va pas s'occuper de tout le temps, c'est impossible. D'ailleurs, Aristote vient de le dire. Mais attention, dans une véritable démocratie, le principe central de désignation des citoyens qui auront une responsabilité politique temporaire, c'est pas du tout l'élection, c'est le tirage au sort. Le tirage au sort? Mais vous plaisantez, vous êtes malade. Oh ben, je me permets, monsieur Dubuffet, de vous rappeler que c'est moi le médecin et vous le patient. Oh, docteur, vous n'avez pas du Valium, un Temesta, une tisane? Non mais je comprends que ce soit choquant au premier abord, puisque depuis votre plus tendre enfance, on n'a jamais cessé de vous rabâcher que élection égale démocratie et démocratie égale élection. Je suppose que vous n'aviez jamais entendu parler de tirage au sort en politique. Ah, ça non, jamais. Le tirage au sort, ça va pour le loto, la tombola. Ou les corvées. Le tirage au sort est pourtant la seule procédure qui permet de ne pas donner le pouvoir à ceux qui veulent s'en emparer. Le tirage au sort? Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie. C'est une procédure qui n'afflige personne et qui laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir sa patrie.
Montesquieu. Oui, non, 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 mais si on tire au sort, on risque de mettre des affreux aux manettes, des gens peut-être bien pires que nos élus actuels. Moi, j'en connais plein, moi, des types qui feraient n'importe quoi, mais alors vraiment n'importe quoi. Et pourtant, actuellement, lors des procès d'assises, les jurés sont bien tirés au sort. Ah bon? Ça pourrait vous arriver, Oh. mais si. Donc, des tirés au sort peuvent envoyer un accusé en prison pour 30 ans et ils ne pourraient pas ensemble traiter de dossiers concernant la collectivité. Non, non, ça ne peut pas marcher. Et pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des fous dans la population. Vous croyez que tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, avec tous ces petits dictateurs en puissance? Non, mais bien sûr que les Athéniens, ils écartaient les fous du pouvoir. D'ailleurs, leur idée principale, c'est que eux, ils pensaient qu'il y a du bon et du mauvais chez chacun. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas d'un système qui repose sur les supposées qualités d'un tel ou d'un tel. Non, non, j'y crois pas, ça le fait pas. Et puis les tirés au sort n'avaient rien à voir avec les élus d'aujourd'hui, parce qu'ils connaissaient les règles et surtout, ils devaient appliquer un mandat impératif. Impératif? Oui, d'ailleurs, ça me fait penser que, tiens, à propos de mandat politique, ça serait intéressant que vous retourniez voir là dans vos fichebacks ce qu'il nous explique. Dans les fichebacks, laquelle? C'est la numéro 4, je crois. J'articule. C'est toujours mieux. Les représentants élus ont un mandat qualifié de représentatif, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent aucune instruction de la part de leurs électeurs. Dès lors, les représentants agissent en fonction de leurs convictions personnelles. Vous saisissez la différence? Elle est abyssale. C'est l'article 27 de notre Constitution. Moi, je connais le 49.3. C'est déjà ça. En tout cas, dans notre Constitution, le mandat politique, lui, il est Le mandat politique, il est... représentatif, ça on l'a compris. Ah oui. Mais attention, le vote des élus, lui, il est... Le vote des élus, il est personnel. C'est magique. Encore un oxymore? Non, ça s'appelle une fiction juridique. En tout cas, les Athéniens, eux, ils avaient tout simplement un mandat impératif, c'est-à-dire qu'ils devaient appliquer les choses. Oui, mais il pouvait quand même être corruptible. Et oui, bien sûr, nous sommes tous corruptibles. C'est pour ça que les Athéniens avaient mis en place des contrôles très sévères. Des contrôles continus. Et oui, parce que le pouvoir peut toujours corrompre. Ah bah ça c'est bien vrai. Le pouvoir corrompt toujours. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Ah ben on peut, comme aujourd'hui, refaire toutes nos expériences à nos dépens. Enfin bon, on pourrait aussi étudier l'histoire, on ne sait jamais, on pourrait en tirer quelques leçons, on ne sait jamais où s'en inspirer, parce qu'on ne va pas faire du copier-coller de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais quand même, ils avaient des principes bien intéressants comme les mandats courts et non renouvelables. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a affaire à de véritables professionnels de la politique qui cumulent les fonctions, les indemnités, les mandats. Oh, vous avez vu comme ils avaient repoussé à 2017 la loi sur le non-cumul des mandats? Ah, bah ils ne votent jamais des lois qui suppriment leurs privilèges. Autant demander à une dinde d'avancer le repas de Noël. Ils ont le pouvoir politique, l'argent, très important, et ils connaissent les techniques pour le conserver. Donc si on voulait aller vers une vraie démocratie, ben, il faudrait bien sûr des citoyens adultes, c'est-à-dire responsables. Donc qui travaillent pour se former au lieu de rester des enfants consommateurs, spectateurs, électeurs. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, chacun cherche à tirer son épingle du jeu, hein, sans se soucier de, comment ça déjà, de L'intérêt général. l'intérêt général. Voilà, je le savais, je le savais. Oui, le bien commun
qui est la seule richesse des pauvres? Monsieur Dubuffet, pour les citoyens athéniens de l'Antiquité, la valeur essentielle, c'était l'exercice de la citoyenneté. Et d'ailleurs, à ce propos, ils avaient un mot légèrement méprisant pour désigner ceux d'entre eux qui ne s'occupaient que de leurs affaires personnelles. Ils les appelaient les idiotailles. Les idiotailles? C'est bien ce mot qui, selon certains, aurait finalement donné le terme d'idiot. Alors d'après vous, aujourd'hui, une majorité de la population serait des idiotailles, des idiots. Et ça se soigne très bien. Ça se soigne. Mais alors, c'est le nom De votre pathologie, oui. de ma patholo, mais vous me traitez d'idiot? Oh, bah, non, non, je traite les idiotailles, c'est pas pareil. Oh là 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 là. Non, mais c'est le système qui vous rend malade. Ah, le système, le système. Enfin, quand même, vous y mettez pas mal du vôtre. Non. Mais si, Non. reconnaissez-le. Ça arrange bien le système capitaliste. Ah, le capitalisme! D'ailleurs, à propos de capitalisme, ça me fait penser, tiens, une des vertus principales d'une véritable démocratie, ça devrait être la désynchronisation totale du pouvoir économique et du pouvoir politique. Séparer la sphère économique de la sphère politique, c'est possible? Bah, c'est complètement indispensable si on veut sortir de cette tyrannie financière au profit de quelques-uns. Oui, c'est un idéal, une utopie. Eh bien oui, puisqu'une utopie, c'est un rêve d'encore réalisé. Mais enfin, ce rêve pourrait bien devenir un projet de transformation sociale et politique. Ça dépend entièrement des citoyens qui s'émancipent et s'affranchissent. Ah, docteur, j'aimerais vraiment en savoir encore plus sur la vraie démocratie. Ah, vous avez réveillé quelque chose. Oh, j'aime autant vous l'avouer tout de suite. Avant de venir ici, je me sentais comme un moujon. Un moujon, c'est quoi? Un moujon, c'est un animal hybride, 50% mouton, 50% pigeon. Plumet tendu? 100% français. Bon, bah alors je vois que c'est bien le moment de refaire un scanner pour mesurer le grossissement de votre glande démocratique. Ah, docteur, je crois bien qu'elle a grossi, elle a grossi. C'est formidable. Docteur, je suis embêté là. Il y a quand même la question de la compétence, non? Ah oui, ça c'est vrai, vous avez raison, la compétence c'est très important. Et alors là, il y a une mauvaise nouvelle. Ah bon? Oui, ça demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Périclès disait, il faut choisir, se reposer ou être libre. Ah bah facile, hein? Se reposer. Se reposer politiquement ou être libre politiquement, c'est-à-dire s'occuper des affaires communes. Il n'y a pas une bonne nouvelle? Ah mais si, la compétence, ça s'acquiert. Tout le monde peut devenir compétent, même vous. Même moi? Même vous. Donc, imaginons, admettons, si on voulait tous ensemble aller vers une véritable démocratie, que devrions-nous faire? Je ne sais pas. Une insurrection, la révolution. Bah oui, renverser la table. D'accord. Mais après, il faut construire. Et c'est à ça qu'on s'intéresse. Or, tout à l'heure, vous avez constaté vous-même que votre impuissance politique, elle était écrite dans les textes. Où ça? Dans quel texte? Dans les fiches-bacs? Dans la Constitution, on y revient. Ah, la Constitution, bah, si elle est mauvaise, il n'y a qu'à la changer, la Constitution. Ah bah alors, on arrive à la question finale. Qui peut et qui doit écrire la Constitution? Parce que, actuellement, qui est-ce qui écrit la Constitution? Ah bah, ce sont des élus, des experts qui écrivent la Constitution. Plus précisément, notre Constitution actuelle, celle de 1958,
Qui est-ce qui l'a écrite? Ben, évidemment, c'est le général de Gaulle et Michel Debré, puis quelques technocrates. Donc, on est bien dans la situation où les personnes au pouvoir écrivent les règles du pouvoir. Ah, il y a conflit d'intérêts. Ils sont jugés partis. Le pouvoir est confisqué par une minorité. Une minorité. Et ils ont forcément un intérêt dans les règles qu'ils instituent. Il faut donc reprendre l'initiative et le contrôle. Et instaurer notre puissance à nous, le peuple. Ah, ce ne sont pas les élus qui vont le faire à notre place. Hein. Et il n'y a pas d'homme ou de chef providentiel. Docteur, j'ai une idée. Conquérons le droit de vote. Alors là, monsieur Dubuffet, je vous confirme que vous êtes en voie de guérison. Oh, docteur, elle a grossi, je le sens, elle a grossi. Tu vois? Ouh, dites donc, ça brûle. Ça bouillonne. C'est un cas typique de reconnexion neuronale. Ça émulsionne. Vos représentations mentales sont en mouvement. Votre imaginaire se débloque. Ah, tant mieux, merci docteur. Vous ne pouviez pas penser à l'endroit avec des mots à l'envers. Quand j'étais petit, je croyais au Père Noël. Quand je suis devenu grand, je croyais qu'on était en démocratie. Bon, ben alors là, je vois que ce serait très intéressant que nous nous revoyions la semaine prochaine, même jour, même heure, hein, pour poursuivre et approfondir la cure. Entendu. Alors d'ici là, vous pourriez réfléchir à des articles de Constitution. Sur la culture, je peux? Ah ben oui, vous pouvez vous concentrer sur les questions de discrimination dans la culture, puisque c'est votre domaine. Si c'est pour la cure. Hein. Alors, d'ici là, je vous prête là le livre du professeur Dupuy-Déry, la Histoire politique du mot démocratie. Vous lirez bien le premier chapitre. Oh, merci. Merci, docteur. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Docteur, la salle d'attente est pleine d'électeurs. De citoyens. De citoyens? Eh oui, de citoyens qui vont agir maintenant beaucoup plus efficacement avec de meilleurs outils, puisqu'ils ont un petit peu mieux compris ce qu'est une vraie démocratie. Patient suivant, Monsieur Gattaz. Retour à la réalité. Ah mais attention, vous savez que la réalité dépasse toujours la fiction.